Les amis, ravi de vous retrouver pour le traditionnel débrief de la journée d'Euro et aujourd'hui on va analyser la fin de cette phase de groupe. C'est déjà la fin évidemment et on ne va pas se mentir, on s'est un peu plus ennuyé. J'ai trouvé que sur les deux dernières journées de cette phase de poule d'Euro, on a quand même eu des matchs où les équipes étaient globalement en gestion. On va évidemment analyser les différents multiplex de la journée. On va commencer par analyser les matchs de 18h avant de se pencher sur ceux qui viennent de se terminer à 21h. À chaque fois je débriefe le match que j'ai vu et j'essaye d'avoir une analyse complémentaire du match que j'ai un peu moins pu voir, mais on peut analyser quand même le tenant et les aboutissants de ce dernier. On va commencer par évoquer le match de 18h de la Belgique. J'ai regardé le Belgique-Ukraine, évidemment, j'avais à cœur de voir quelle équipe allait affronter l'équipe de France, puisque le deuxième de la poule de la Belgique était destiné à affronter l'équipe de France en huitième de finale. Et comme vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo, ce sera la Belgique pour l'équipe de France, peut-être le pire tirage que l'on pouvait avoir dans cette poule-là, mais quand on se penche vraiment sur le passif de l'équipe de France, est-ce qu'hériter de la Belgique constitue aujourd'hui un tirage vraiment difficile? On va essayer quand même de se pencher sur cette équipe belge qui a eu beaucoup de difficultés en phase de poule. On va d'abord se pencher sur la composition d'équipe proposée par l'Italo-Allemand Tedesco. Et il est vrai qu'avec Luke Bacchio suspendu, Luke Bacchio qui avait été titularisé lors du deuxième match, mais qui malheureusement a été suspendu. Donc aujourd'hui, il ne pouvait pas honorer sa place. Il a donc été remplacé par Trossard. Trossard qui avait été aligné et titulaire lors du premier match face à la Slovaquie, mais qui avait été décevant et qui avait été donc remplacé par Luke Bacchio lors du deuxième match. Et bien, il a repris sa place cette fois-ci sur le côté droit. C'est vrai que lors du premier match, Trossard était côté gauche. Aujourd'hui, il a été mis côté droit. On va revenir évidemment sur la performance de Trossard, mais cette Belgique a été accrochée par l'Ukraine 0-0. L'Ukraine qui finit donc dernière de ce groupe avec pourtant 4 points. Normalement, 4 points dans la majorité des groupes, ça passe. Mais là, cette équipe ukrainienne est éliminée à 4 points parce qu'elle a fini dernière de ce groupe. Et c'est vrai que c'est assez paradoxal parce qu'on a eu une troisième journée très morose, très soporifique dans cette poule de la Belgique. Globalement, on n'a pas eu des grands matchs, encore plus le Belgique-Ukraine qui était ennuyant à mourir. Mais on avait une poule complètement folle sur le papier. Jamais dans l'histoire de l'Euro, les 4 équipes d'une même poule étaient à 3 points au bout de 2 journées. Donc il est vrai que le scénario complètement fou et inédit de cette poule pouvait présager tout de même de voir une journée complètement folle en adéquation avec la situation au classement. Or, sur le terrain, on a eu un peu l'inverse avec des matchs soporifiques et des équipes en gestion. En atteste le fait que la Belgique a joué le temps dans les dernières minutes. C'est complètement dingue. D'ailleurs, les Belges ont été sifflés pour cela, mais c'est vrai que ça témoigne et ça illustre quand même d'une certaine volonté de gérer de la part des hommes de Tedesco. Donc, au niveau des changements, Luke Bacchio suspendu, Trossard a repris sa place. Trossard plutôt décevant, plutôt neutre sur le côté droit de cette attaque belge. Je n'ai pas du tout aimé la performance du joueur d'Arsenal. C'est vrai qu'aujourd'hui ça a été compliqué pour lui et je n'ai pas aimé l'animation offensive belge. Globalement, il est vrai que ces joueurs-là ont du mal à se connecter à l'image de ce qu'on peut voir du côté de la sélection anglaise notamment. On a beaucoup de joueurs qui ont du mal à jouer ensemble, à se connecter. Doku fait son jeu tout seul. On a l'impression qu'à chaque fois, Doku prend le ballon et essaye de faire des miracles seul, qu'il a du mal à se connecter à De Bruyne, qui est pourtant son coéquipier du côté de Manchester City. Il a du mal à se connecter aussi à Romelu Lukaku. Donc il est vrai que cette attaque belge qui pourtant est très prometteuse sur le papier, il y a quand même 4 attaquants de qualité, et bien tous ces joueurs-là ont du mal à se connecter. De Bruyne et Doku qui sont pourtant coéquipiers en club ont du mal à se trouver, j'ai l'impression. De Bruyne et Lukaku qui constituent le duo mythique de la Belgique sur la dernière décennie, eux aussi ont du mal à se trouver, même si on voit quand même quelques bribes d'automatisme parce que ce sont quand même des joueurs qui évoluent ensemble depuis longtemps. Mais on n'a pas le De Bruyne de City, on a un Lukaku qui est en déclin, que ce soit en club et en sélection depuis désormais des années, et ça se ressent sur la panne offensive belge. Mais la lueur d'espoir côté Belgique, c'est vraiment cette solidité défensive retrouvée. La Belgique n'a encaissé qu'un but sur les 3 matchs de poule, et le premier but qu'ils ont encaissé face à la Slovaquie, il remonte au premier match, donc il remonte quand même à 180 minutes. C'est quand même beaucoup dans une compétition internationale comme l'Euro, mais surtout on a réintégré Vertonghen dans la défense centrale, et ça a fait énormément de bien. Le fait de mettre Théat arrière gauche, Vertonghen défenseur central avec Wout Faes, je trouve que ça a réinstallé une certaine notion d'équilibre dans cette défense belge, avec l'expérience de Vertonghen, avec la sécurité que peut apporter un Théat au poste d'arrière gauche. Alors évidemment, Théat est un défenseur central de formation, mais le fait de l'avoir à gauche, ça t'offre quand même plus de stabilité, plus de garantie défensive qu'un Yannick Ferreira Carrasco qui avait été installé là un peu à l'improvisation sur le premier match. Carrasco qui est davantage un ailier piston plus qu'un défenseur gauche de métier. Donc c'est vrai que Théat t'apporte un équilibre défensif là aussi. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant, une belle trouvaille de la part de
Tedesco, mais il est vrai que cette équipe belge ne va pas très bien. Il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de garanties, il n'y a pas beaucoup d'optimisme aujourd'hui qui règne du côté des rangs belges, mais si on devait pointer une note d'optimisme, eh bien je soulignerais le fait que tu as une solidité défensive qui a été retrouvée avec un seul but encaissé sur les 3 matchs. Mais le problème de la Belgique, et c'est un peu le même problème qu'à l'équipe de France, c'est que tu es très solide derrière, tu as une vraie discipline, mais devant c'est quand même compliqué et c'est assez paradoxal parce que c'est devant que tu as tout ton talent et pourtant c'est ce talent-là qui aujourd'hui est remis en cause. Donc une Belgique plutôt faible offensivement, plutôt solide défensivement. Donc là aussi c'est une des clés que devra prendre en compte Didier Deschamps au moment de la préparation de ce match-là. Et malheureusement, sur ce France-Belgique, on peut avoir un 0-0 terne parce qu'on a deux équipes qui sont solides défensivement. Et étant donné qu'on a déjà un gros match pour les deux équipes dès les huitièmes de finale, peut-être qu'il y aura davantage de sécurité, de réflexion et de gestion. On a vu les Belges et les Français ne sont pas venus pour jouer du football champagne, ils sont davantage venus pour gérer et essayer de sécuriser. Et ça, évidemment, est-ce qu'on peut le regretter? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a garanti à la Belgique une place en huitième de finale. Côté ukrainien, eh bien, Rebrov a totalement changé sa stratégie. Il est venu à 5 derrière. Il avait déjà changé pas mal de choses lors du deuxième match suite à la débâcle initiale face à la Roumanie. Là, il est venu avec 5 défenseurs. Ça n'a pas été gage de garantie offensive là aussi, puisqu'on a eu un match plutôt terne, notamment offensivement du côté des deux équipes et une équipe ukrainienne qui a globalement manqué d'ambition parce que normalement, quand tu sais que tu es éliminé, que tu dois pousser pour essayer de te qualifier, que tu es dans l'obligation de marquer, tu te dois de faire preuve de beaucoup plus d'ambition. Il est venu avec le numéro 9, c'est vrai, Dovbyk et Yaremchuk qui avaient marqué le but libérateur face à la Slovaquie lors de la deuxième journée, mais globalement, on n'a pas eu une équipe ukrainienne très ambitieuse. J'aurais aimé les voir pousser un peu plus sur la fin du match, mais cette équipe ukrainienne peut se sentir lésée parce que finir dernier avec 4 points, c'est quand même assez frustrant quand tu vois que dans d'autres poules, 3 points ont suffi pour certaines équipes. C'est évidemment frustrant pour les Ukrainiens. Et sur l'autre match entre la Roumanie et la Slovaquie, match nul un partout. Évidemment, je n'ai pas vraiment suivi ce match-là, mais je sais qu'un match nul arrangeait bien les deux équipes. Alors évidemment, je ne suis pas dans le complot, mais un match nul a évidemment arrangé la Roumanie et la Slovaquie, parce que dès lors que les deux équipes empochaient chacune un point, eh bien, elles étaient garanties de se qualifier. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là. Déjà, je ne l'ai pas vu. Et surtout, un match nul arrangé et qualifié les deux équipes. Donc je pense qu'au final, tout le monde est sorti gagnant de cette histoire. Côté Belgique-Ukraine, l'Ukraine est donc éliminée. Pourtant, Rebrov avait changé quelque chose sur le plan tactique, mais ça n'aura pas suffi puisque l'Ukraine a manqué d'ambition. Côté belge, on a une solidité défensive retrouvée avec ce théâtre arrière-gauche, avec la réincorporation de Vertonghen dans l'axe, mais une panne offensive puisqu'on a du mal à avoir un semblant de complémentarité entre les quatre de devant. On va maintenant évoquer le match du Portugal et de la Géorgie. J'ai regardé ce Portugal-Géorgie et c'était un match globalement agréable. Il est vrai qu'on s'était coltiné le Angleterre-Slovénie et le France-Pologne hier. Et bien aujourd'hui, ce Portugal-Géorgie, franchement, je l'ai trouvé plutôt enthousiasmant. Martinez a changé de dispositif. Il est revenu un peu plus aux fondamentaux, à ce qu'il faisait quand il était à la tête de la Belgique, c'est-à-dire 3 défenseurs. Il a voulu aussi, à mon avis, se calquer sur le système de Willy Sagnol parce que Willy Sagnol est encore venu avec ce 5-3-2 que je trouve vraiment super séduisant parce que ça permet à Mikautadze et Kvara d'avoir une vraie liberté offensive sur les phases de transition et puis ça te permet d'avoir une ossature très forte sur le plan défensif, tandis que côté portugais, on est venu à 3 avec ce que Martinez connaissait un peu plus, pardon, avec ce que Martinez connaissait un peu plus du côté de la Belgique, un système à 3, et Martinez a fait un peu comme Luis de la Fuente du côté de l'Espagne, c'est-à-dire qu'il a un peu fait tourner son effectif, peut-être pour laisser une chance à la Géorgie, mais aussi à mon avis pour faire souffler les cadres, Vitinha, Bruno, Cancelo. Il y en a un qui était titulaire, c'est Cristiano Ronaldo, évidemment, qui s'est distingué par sa grosse nervosité, par son manque d'impact dans le jeu. J'ai l'impression qu'on a du mal à trouver Cristiano Ronaldo globalement sur les phases offensives. J'ai bien aimé Conceição sur le côté droit, mais globalement, il a bien été pris par une défense géorgienne très très bien en place. Et puis cette équipe portugaise a raté énormément de relances, beaucoup de déchets. Un mec comme Joao Neves, que j'ai beaucoup kiffé à Benfica cette année, un numéro 6 qui normalement est très propre, très mature dans son jeu. Et bien aujourd'hui, il a fait preuve de beaucoup de déchets. Le but géorgien intervient sur une relance ratée d'Antonio Silva. D'ailleurs, Kvara est très efficace et on a vu le duo Mikautadze-Kvara à l'action sur ce but-là. Donc il est vrai que cette équipe portugaise a multiplié le déchet
et les erreurs techniques sur la première mi-temps, ce qui a permis à la Géorgie d'ouvrir le score face à une équipe géorgienne qui a été fidèle à ses principes parce qu'elle a affiché depuis le début de la compétition, c'est-à-dire beaucoup de solidité, beaucoup de rigueur, et puis on compte énormément sur le duo Mikautadze et Kvara. Kvara qui a fait un match absolument énorme aujourd'hui, que ce soit dans l'abattage ou que ce soit dans la création des occasions à partir de rien, parce que Kvara il joue dans un 5-3-2 où lorsqu'il porte le ballon, eh bien c'est compliqué de trouver des solutions, et au final il arrive toujours à s'en sortir et à devenir le leader technique de cette équipe, et c'est ce qu'on attend de lui bien sûr. Et puis Mikautadze qui est le meilleur buteur de cet Euro avec 4 buts il me semble, donc c'est évidemment très intéressant ce qui a été proposé, 3 buts je crois pour Mikautadze, mais c'est intéressant ce qui a été proposé par la Géorgie aujourd'hui. Et puis la Géorgie défiera l'Espagne, j'ai hâte de voir le jeu de possession espagnol face à ce bloc défensif géorgien à 5 défenseurs avec Kvara et Mikautadze en contre. J'ai hâte de voir si l'Espagne va réussir à lever les doutes entourant leur défense. C'est vrai que beaucoup critiquent la charnière Lenormand-Laporte, beaucoup disent que cette charnière est lente. J'ai hâte de la voir à l'action face à Mikautadze et Kvara, et j'ai hâte de voir si Yamal et Williams vont arriver à dynamiter cette défense géorgienne qui me paraît être très bien en place. En tout cas, la Géorgie tient son match référence, tient peut-être son match déclic qui va lui permettre de tutoyer les étoiles dans cette compétition, parce que c'est la première fois que la Géorgie participe à un Euro. C'est la première fois donc évidemment de fait qu'ils se qualifient pour les huitièmes de finale d'une grande compétition internationale, et ils vont vouloir évidemment jouer les troubles faits. Et je pense que ce match contre le Portugal constitue un cap dans l'histoire de la Géorgie, mais surtout il peut constituer un déclic dans leur avenir dans la compétition, parce que maintenant la Géorgie n'a absolument aucune pression, ils sont déjà en huitième de finale, le boulot a été fait. Côté portugais, ça a été très stéréotypé, très compliqué, très lent dans les transmissions. On sentait que c'était une équipe qui était venue pour faire souffler les cadres et pour essayer de faire passer ce match comme une lettre à la poste, et puis se focaliser davantage sur les huitièmes de finale un peu plus tard. Mais voilà, je pense que Martinez a pris ce match un peu par-dessus la jambe, et qu'il était venu vraiment pour essayer voilà, de faire jouer ses remplaçants, essayer de faire en sorte que tout le monde ait du rythme, faire souffler les cadres, essayer de faire marquer Ronaldo aussi. C'est pour ça que Ronaldo était titulaire, c'était peut-être aussi pour marquer son premier but à l'Euro, mais au final cette soirée aura été compliquée pour les Portugais. Mais le boulot est fait, ils sont leaders de cette poule, et il me semble que les Portugais vont jouer les Slovènes en huitième de finale, donc là aussi ça va être très très intéressant à suivre bien sûr. Et puis dans l'autre match, la Turquie s'est imposée dans les dernières minutes face à la Tchéquie, une équipe tchèque qui a été réduite à 10 à la 20e minute, puisque Barak a fait le tour de force de prendre 2 cartons jaunes en 10 minutes, et donc la République tchèque a été réduite à 10 dès la 20e. Dès lors ça a été compliqué pour les coéquipiers de Barak d'aller chercher la Turquie, puisque à 10 contre 11 dans une grande compétition internationale, en général c'est compliqué de décrocher un résultat. Pourtant les Tchèques avaient égalisé suite à l'ouverture du score turc, mais au final la Turquie vient crucifier la Tchéquie dans les dernières minutes. La Turquie affrontera donc l'Autriche en huitième de finale dans ce huitième des outsiders. C'est vrai que ni l'Autriche ni la Turquie n'est une grande équipe, mais au final on a deux équipes au niveau plutôt homogène qui vont évidemment essayer de se qualifier en quart de finale dans ce tableau un peu plus dégagé que les autres. Quoi qu'il arrive, on aura une surprise en quart de finale, et ça évidemment c'est très enthousiasmant. La Turquie qui a quand même battu la Géorgie 3-1, qui a battu la République tchèque 2-1, à part ce couac contre le Portugal 3-0 lors de la deuxième journée. C'est globalement séduisant ce qu'ont montré les Turcs, et j'ai hâte de voir ce collectif autrichien très fort face à la technique des Turcs, la technique incarnée par Güler, Çalhanoğlu ou encore Yildiz. Donc j'ai hâte de voir un peu tout ça. Évidemment, encore une fois, ça reste à voir. J'ai hâte de voir Montella contre Rangnick. Ça aussi, ça va être intéressant comme match dans le match. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette journée d'Euro. C'est la fin de la phase de groupe. Ça a été évidemment très excitant. Un peu moins sur les 2-3 derniers jours. J'ai plus de batterie. Un peu moins sur les 2-3 derniers jours pour ne rien vous cacher. Mais globalement, on a quand même pris beaucoup de plaisir sur cette phase de groupe. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.